La société adore les victimes. Elle adore une jeune fille fragile et éplorée. Une fille qu'elle peut prendre en pitié à distance. Elle lui jette des miettes de sympathie, tout en se tenant le cœur. Mais que se passe-t-il quand la jeune fille ne pleure pas? Quand elle refuse la main qu'on lui tend pour la sauver? Quand elle recrache l'eau boueuse et décide d'en finir? D'en finir avec leurs règles polies et étouffantes. Ceci est l'histoire d'une garden party. Une petite bousculade et une robe abîmée qui ont fait tomber un duché. Si on vous a déjà poussé à bout, écoutez attentivement. La chaleur du mois d'août était une insulte. Elle pesait lourdement sur les pelouses impeccables du domaine de Penalagon. Elle s'abattait sur les épaules nues des jeunes femmes. Elle emprisonnait l'odeur de l'herbe écrasée et de l'eau de rose coûteuse dans l'air stagnant. Des guêpes volaient paresseusement au-dessus de tours de tartelettes au citron qui fondaient. Des rires aigus et cassants retentissaient. Ils brisaient le bourdonnement de l'après-midi. Nora Linfield se tenait précisément à 2 pas derrière Victoria. C'était la règle. Une règle tacite, mais absolue. 2 pas, c'était assez près pour tenir l'ombrelle, aller chercher la limonade et entendre les plaintes siffler et acerbes. Et c'était assez loin pour se fondre entièrement dans le décor. La robe de Nora était en laine, teinte d'un gris fonctionnel et quelconque. Elle était reprisée sur la couture gauche. Elle sentait la sueur perler au bas de son dos, sous le corset impitoyable que sa tante avait serré fort ce matin-là. « Tu es une dame de compagnie, Nora », avait lancé sa tante en tirant sur les lacets. « Tu dois avoir l'air soigné, mais tu ne dois jamais te faire remarquer. » Victoria, au contraire, était une vision de fragilité coûteuse. Elle portait une création de soie jaune pâle. On aurait dit qu'elle pouvait se dissoudre au moindre coup de vent. Elle était belle, de la beauté vive et affamée d'un faucon. Et aujourd'hui, le faucon était agité. « Il est en retard », murmura Victoria, en refermant brusquement son éventail en ivoire. Le son ressemblait à un os qui se brise. « Il est en retard exprès pour m'humilier. Le duc a des affaires de domaine à régler, j'en suis sûr », répondit Nora d'une voix douce. C'était un réflexe. Apaiser, calmer, détourner l'attention. « Ne me prends pas de haut, Nora. » Les jointures de Victoria étaient blanches. Elle se tourna, ses yeux pâles se plissant. Ils balayèrent le front humide et le visage ordinaire de Nora. « Tu as l'air rougeaude. C'est incroyablement peu séduisant. »« Recule-toi. » Nora recula d'un demi-pas. L'herbe craqua sous ses bottes de cuir usé. Henry, le duc de Rothford, était le prix de la saison, et Victoria l'avait attrapé. Ce n'était pas un mariage d'amour. Personne dans ce jardin n'était assez stupide pour croire à de telles choses. C'était une alliance de fortunes immenses et tentaculaires. Victoria apportait une dot colossale. Henry apportait le plus ancien titre du comté. Ils devaient se marier dans 6 semaines, et Henry avait actuellement 30 minutes de retard à la garden party de sa fiancée. Quand il arriva enfin, l'atmosphère changea. Les bavardages polis s'arrêtèrent, puis reprirent à un rythme frénétique et bourdonnant. Henry descendit les marches de la terrasse en pierre. Il avait la démarche lente et mesurée d'un homme qui sait que le sol sous ses pieds lui appartient. Il n'avait pas l'air d'un homme amoureux. Il avait l'air fatigué. Il était grand, large d'épaules, et ne souriait absolument pas. Son manteau sombre était parfaitement coupé. Pourtant, il le portait comme un uniforme qu'il méprisait. Le masque de rage de Victoria fondit instantanément. Il se transforma en un sourire radieux et étudié. Elle s'avança, tel un nuage jaune sur l'herbe verte. « Henry, nous pensions que vous nous aviez abandonnés à la chaleur. Une roue de calèche s'est fissurée sur la route à péage, dit-il. Sa voix était un baryton grave, un peu rauque sur les bords. Il prit la main que Victoria lui tendait. Il s'inclina dessus, mais ses lèvres ne touchèrent jamais son gant. Nora se tenait parfaitement immobile. Elle observait la scène avec le cynisme détaché de quelqu'un qui survit en observant. Elle vit la tension dans la mâchoire d'Henry. Elle vit comment ses yeux passaient au-delà de sa belle fiancée. Il balayait la foule du regard, cherchant une issue avant même d'être complètement arrivé. Puis son regard s'accrocha à Nora. Ce fut bref, une fraction de seconde. Mais dans cette société, une fraction de seconde était un cri assourdissant. Ses yeux, d'un gris pâle et saisissant, rencontrèrent les siens. Il regarda son ourlet reprisé, son visage rougeau et la ligne rigide et épuisée de ses épaules. Il ne sourit pas, mais un de ses sourcils sombres se haussa. C'était une reconnaissance silencieuse. « Vous avez l'air aussi malheureuse que moi. » Nora détourna le regard instantanément, fixant le chemin de gravier. Mais Victoria l'avait vu.
La température autour d'eux sembla chuter malgré le soleil de plomb. Le sourire de Victoria ne faiblit pas, mais les muscles de son cou se tendirent. Elle lâcha la main d'Henry. « Allons nous promener près du lac d'ornement », déclara Victoria. Sa voix était soudainement forte, portant au-dessus des invités. « Il y fera plus frais. Nora, viens. » Ce n'était pas une demande. Nora se mit au pas, reprenant sa place désignée à 2 pas derrière. Henry marchait à côté de Victoria. Il écoutait son bavardage sur les tissus de mariage et les listes d'invités avec une expression vide et polie. Ils atteignirent le bord de l'eau. Le lac était artificiel, un projet vaniteux de la famille Penhalagón. Il était profond, envahi d'algues sur les bords. Il était entouré de gros blocs de pierre glissants au lieu d'une rive naturelle. « L'eau a l'air affreuse », dit Victoria, s'arrêtant tout au bord de la pierre. Elle rouvrit brusquement son éventail, l'agitant nonchalamment. « Nora, approche-toi. Tu es censée tenir mon ombrelle. Le soleil est directement dans mes yeux. » Nora s'avança. La pierre sous sa botte était glissante à cause de la mousse. « Plus près, Nora. Veux-tu que je brûle ?» Nora s'avança jusqu'au bord même du précipice. L'eau était d'un vert sombre et trouble, reflétant l'éclat du ciel. Elle tendit le bras, étendant le dé de soie au-dessus de la tête de Victoria. Henry se tenait un peu à l'écart. Il regardait les signes sur la rive opposée, clairement détaché de la conversation. « Tu fais de l'ombre sur ma robe, Nora », siffla Victoria. Sa voix baissa pour que seules elles deux puissent l'entendre. Le venin dans sa voix était pur, espèce de créature maladroite et pathétique. Avant que Nora ne puisse ajuster sa prise, Victoria bougea. Elle ne trébucha pas. Elle ne fit pas de faux pas. Avec une vitesse délibérée et terrifiante, Victoria leva son coude. Elle le planta violemment dans les côtes de Nora. Le monde bascula. Nora tenta de se rattraper. Ses bottes grattèrent la pierre glissante. Mais la gravité et le poids de sa lourde robe de laine avaient déjà décidé pour elle. Elle tomba en arrière. Le choc de l'eau fut un coup physique. Ce n'était pas le plongeon net et rafraîchissant d'une baignade d'été. Elle était froide, épaisse, et avait un goût intense de boue et de végétation en décomposition. Nora plongea, l'air chassé de ses poumons par l'impact. Instantanément, ses vêtements devinrent un ennemi. La laine lourde de sa robe, les jupons de coton superposés, la toile rigide de son corset. Ils s'imbibèrent avidement de l'eau du lac. En quelques secondes, ses vêtements pesaient 40 livres. Ils l'entraînèrent vers le bas, dans l'obscurité trouble. La panique, brute et animale, lui serra la gorge. Elle battit des jambes, mais ses jupes trempées s'emmêlèrent autour de ses chevilles. Comme un lourd filet qui la tirait vers le fond vaseux. L'eau s'engouffra dans ses oreilles, noyant le monde lumineux et ensoleillé d'en haut. Elle ouvrit les yeux, mais ne vit qu'un tourbillon de vert et de brun. « Je vais me noyer », réalisa-t-elle. La pensée était glaciale et claire. « Je vais me noyer dans un étang artificiel. » Parce que Victoria n'a pas aimé la façon dont son fiancé m'a regardé. Elle sentit ses poumons hurler pour de l'air. Sa poitrine brûlait contre les baleines rigides de son corset. Ses mains griffaient l'eau à l'aveuglette. Puis une rage soudaine et aveuglante perça la panique. C'était une colère silencieuse, celle de toute une vie. La colère de manger des restes froids dans la cuisine. La colère d'être traitée comme une enfant lente d'esprit. La colère de repriser le même ourlet 3 fois en regardant des filles comme Victoria jeter des robes de soie pour une goutte de thé renversée. Elle refusait de mourir ici. Elle refusait absolument que la dernière chose qu'elle entende soit les halètements polis et horrifiés de l'aristocratie. Nora cessa de se débattre. Elle se laissa couler une fraction de seconde. Elle sentit le bruit mou du fond boueux sous ses bottes. Elle plia les genoux, plantant fermement ses pieds dans la vase. Puis, avec chaque once de force qui restait dans son corps affamé et enserré, elle poussa vers le haut. Elle creva la surface dans un halètement violent et angoissant. L'eau coulait de ses cheveux, les plaquant sur son crâne. Des algues s'accrochaient à ses joues. Elle se débattait frénétiquement pour rester à la surface. Ses bras brûlaient alors qu'elle luttait contre le poids immense de sa robe abîmée. Elle inspira des bouffées d'air saccadées, toussant une gorgée d'eau du lac au goût immonde. La garden party était silencieuse. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. 100 paires d'yeux étaient fixés sur l'eau. Personne ne bougeait. Les hommes dans leurs manteaux impeccables, les femmes dans leurs soies pastel. Ils se tenaient figés sur la pelouse comme des poupées de porcelaine. Au-dessus d'elles, sur la rive de pierre,
se tenait Victoria. Victoria avait les mains plaquées sur la bouche, dans une pantomime d'horreur absolue. « Oh mon Dieu !» s'écria Victoria. Sa voix résonnait trop fort dans le silence. « Nora, espèce d'idiote maladroite, tu as glissé. Aidez-la. » Que quelqu'un aille chercher un jardinier. Nora se maintenait à la surface. Elle n'appela pas à l'aide. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de lever les yeux vers Victoria. Le regard de Nora était mort. Il ne contenait aucune demande de pitié, aucune gêne, aucune honte. C'était le regard de quelqu'un qui venait de regarder la mort en face, et qui réalisait que le monde dans lequel elle vivait était totalement dépourvu de valeur. Elle tourna les yeux vers Henri. Le duc se tenait à côté de sa fiancée. Il n'était pas figé comme les autres. Son manteau était déjà déboutonné. Ses mains agrippaient les revers, se préparant à l'enlever pour plonger. Mais quand Nora croisa son regard, il s'arrêta. Il vit ce qu'elle ressentait. Il vit l'humiliation froide et furieuse, et le refus absolu d'être secourue comme un chien errant. Nora se détourna d'eux. Elle nagea lourdement vers le côté boueux et en pente de la rive. Elle ignorait le rebord de pierre où se tenait Victoria. Chaque mouvement était une agonie. La robe était un poids de plomb. Mais elle atteignit les eaux peu profondes, ses bottes trouvant prise dans la vase. Elle se hissa vers le haut. L'eau tombait d'elle en cascade, transformant la terre sèche de la rive en boue instantanée. Elle se leva. C'était un spectacle laid et misérable. Sa robe de laine grise était noire d'eau et de vase. Ses cheveux s'étaient défaits. Ils pendaient en mèches dégoulinantes et sales dans son dos. Une longue algue verte était drapée sur son épaule. Un laquais se précipita, tendant une longue perche. Son visage était un masque de pitié paniquée. Nora repoussa la perche d'une claque. Le son de sa main frappant le bois claqua dans le silence comme un coup de pistolet. Le laquais recula. Nora ne regarda pas la foule. Elle n'essaya pas d'essorer ses jupes ou de cacher son visage. Elle garda le menton parallèle au sol. Elle fit un pas. Sa botte fit un bruit de succion humide et fort dans la boue. Puis un autre pas. Elle traversa droit au milieu de la garden party. La foule s'écarta devant elle comme la mer Rouge. Les aristocrates reculèrent. Ils écartaient leur soie délicate de son chemin. Horrifiés par l'odeur de l'étang et l'audace effrontée d'une servante qui ne savait pas cacher sa honte. Elle passa devant Victoria. Victoria ouvrit la bouche. Peut-être pour offrir une réprimande. Peut-être pour maintenir l'illusion d'un accident. « Vous m'avez poussé », dit Nora. Sa voix était rauque, éraillée par l'eau du lac, mais elle portait parfaitement. Le visage pâle de Victoria devint d'un rouge violent et laid. « Tu es hystérique à cause du froid. Tu as trébuché. Vous m'avez poussé », répéta Nora, sa voix morte, plate et absolue. Elle n'attendit pas de réponse. Elle continua de marcher. Elle passa devant le duc. Henry se tenait parfaitement immobile, son manteau à moitié déboutonné flottant. Il la regarda passer. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Seulement une concentration vive et intense. Il la regardait comme s'il n'avait jamais vu un véritable être humain avant cet instant précis. Nora monta les grandes marches de pierre du domaine. Elle laissait une traînée d'eau noire et de boue sur le marbre blanc immaculé. Elle entra dans la maison. Les lourdes portes en chêne se refermèrent derrière elle, la coupant du regard du monde. Les couloirs des domestiques à l'arrière du domaine de Penaligon étaient sombres et étroits. Nora laissait des empreintes mouillées sur le plancher, sa respiration résonnant dans l'espace clos. Elle tremblait maintenant. L'adrénaline qui l'avait sortie de l'eau se retirait. Elle laissait place à un froid violent et profond. Elle atteignit sa petite chambre sans fenêtre. Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Elle resta assise là, dans le noir, l'eau formant une flaque autour d'elle. Elle était ruinée. La prise de conscience s'installa, froide et lourde. On n'accuse pas une riche héritière de tentative de meurtre devant l'élite du comté. On ne tourne pas le dos à ses supérieurs en silence, dégoulinante et sans remords. À la tombée de la nuit, elle serait renvoyée sans lettre de recommandation. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille prête à accueillir une dame de compagnie déshonorée, et nulle part où aller. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Un rire soudain et aigu s'échappa de sa gorge. Il semblait terrifiant dans la petite pièce. « Bien, » pensa-t-elle, « qu'elle soit terminée. » Elle retira la robe abîmée. Il lui fallut 20 minutes d'efforts tremblants et angoissants pour défaire les lacets mouillés et gonflés de son corset.
Elle laissa le tas de laine et de toile détrempé sur le sol comme un cadavre. Elle se sécha brutalement avec une serviette fine et enfila son seul autre vêtement. Une robe de jour à col haut, délavée, qu'elle gardait rangée. Elle était légèrement trop grande, mais elle était sèche. Elle fourra ses quelques possessions, un peigne, 2 livres, une maigre bourse, dans un petit sac en toile. Elle ne prit pas la peine de rattacher ses cheveux. Elle tressa simplement la masse humide dans son dos. Elle quitta la chambre et traversa les cuisines. Les domestiques la dévisagèrent, les yeux écarquillés et silencieux. Les nouvelles voyageaient plus vite que l'eau sur un toit en pente. Ils savaient ce qu'elle avait fait. Nora sortit par la porte de derrière sur le chemin de gravier qui s'éloignait du domaine vers le village. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle ne reviendrait jamais. Elle avait parcouru peut-être un quart de mille sur l'avenue ombragée bordée de chênes quand elle entendit le bruit de sabots approchant. Elle ne s'arrêta pas. Elle se déplaça sur le côté de la route pour laisser passer le cavalier. Le cheval ralentit, le crissement du gravier fort dans le calme de la fin d'après-midi. Un grand hongre noir entra dans son champ de vision et s'arrêta. Nora s'arrêta. Elle leva les yeux. Henry, le duc de Rothford, était en selle. Il avait reboutonné son manteau. Il la regarda de haut, son expression indéchiffrable. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le vent bruissait dans les feuilles de chêne au-dessus d'eux. « Vous partez » dit enfin Henry. Ce n'était pas une question. « Je suis renvoyé, votre grâce » répondit Nora. Sa voix était stable, bien que ses mains, cachées dans les plis de sa robe, tremblaient légèrement à cause du froid persistant. Cela fait gagner du temps de partir avant qu'on appelle la calèche pour me jeter dehors. Henry descendit de cheval. Il bougeait avec une grâce fluide et lourde. Il attacha les rênes à une branche basse et se tourna pour lui faire face. Dans la lumière tachetée du soleil, elle pouvait voir les fines lignes de fatigue autour de ses yeux. « Elle vous a poussé, dit-il. » Nora s'est raidie. Elle s'attendait à une réprimande. Elle s'attendait à ce qu'il exige une rétractation pour protéger l'honneur de sa fiancée. « Je sais ce qui s'est passé, votre grâce. Si vous m'avez suivi pour exiger des excuses en son nom, vous pouvez vous épargner cette peine. Je n'ai plus rien à perdre, ce qui signifie que je n'ai aucune raison de mentir. Je n'ai pas demandé d'excuses. » Henry fit un pas de plus. Il était beaucoup plus grand qu'elle, projetant une longue ombre. J'ai vu son épaule s'abaisser. J'ai vu l'angle de son coude. Je sais qu'elle vous a poussé. Nora cligna des yeux. La certitude absolue dans sa voix la désarçonna. Alors pourquoi êtes-vous ici? Retournez à votre garden party. Retournez auprès de votre fiancée. Ma fiancée, répéta Henry. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. Il détourna le regard, fixant la longue route vide. Ma fiancée a jeté une femme dans un lac parce qu'elle a cru que je l'avais regardée pendant 2 secondes de trop. Une préoccupation valable, clairement, lança Nora, perdant toute patience. Puisque vous voilà, seul sur une route avec une dame de compagnie déshonorée. Les yeux d'Henry se posèrent à nouveau sur les siens. Un léger sourire amer toucha le coin de sa bouche. Cela transforma son visage, le rendant soudainement dangereux. Vous avez une langue bien pendue, mademoiselle Linfield. Je suppose que frôler la noyade fait perdre ses bonnes manières. Les manières sont pour les gens qui peuvent se les permettre. Nora serra plus fort son sac. Si vous voulez bien m'excuser, Duc, j'ai une longue marche jusqu'au village. Elle essaya de le contourner. Il se déplaça, lui barrant le chemin, non pas de manière menaçante, mais inamovible. « Où irez-vous » demanda-t-il. « Cela ne vous regarde pas. Vous n'avez pas d'argent, pas de référence. Les Penalligons s'assureront que vous ne trouverez jamais d'emploi dans ce comté ou le suivant. » Sa voix était directe. Il n'était pas cruel. Il exposait la réalité tactique de sa situation. C'était le même calcul que Nora avait fait dans sa tête. « Je me débrouillerai. Vous mourrez de faim. Alors je mourrai de faim honnêtement. » La voix de Nora se brisa enfin, la colère éclatant, chaude et vive. Elle s'avança vers lui, inclinant la tête en arrière pour le regarder. « Que voulez-vous de moi? Êtes-vous venu ici pour vous moquer de moi? Pour soulager votre propre culpabilité? Vous allez épouser un monstre. Vous savez exactement ce qu'elle est, et vous l'épousez quand même parce que son père a des terres que vous voulez. Vous ne valez pas mieux qu'elle. Maintenant, hors de mon chemin. » Elle se prépara, attendant la rage aristocratique. Les hommes de son rang ne toléraient pas qu'on leur parle ainsi. Mais Henry ne cria pas. Il ne la frappa pas. Il la regarda avec une intensité profonde et terrifiante.
L'armure cynique qu'il portait à la fête avait entièrement disparu. Il regarda ses cheveux tressés et mouillés, son visage pâle et furieux, et la ligne rigide et inflexible de sa colonne vertébrale. « Vous avez raison, » dit Henry doucement. Nora se figea. « Quoi? Vous avez parfaitement raison. » Henry recula, passant une main sur sa mâchoire. « J'épouse un monstre pour des terres. J'ai passé les 5 dernières années à jouer un jeu misérable et étouffant, à sourire à des gens que je méprise, à ignorer la cruauté parce qu'il est poli de le faire. » Il la regarda de nouveau. Le gris de ses yeux était comme des nuages d'orage. « Puis je vous ai vu sortir de cette eau, » dit-il, sa voix s'abaissant. « Je vous ai vu debout, dégoulinant debout, et refuser de pleurer. Vous avez brisé toute l'illusion en 30 secondes. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Le souffle de Nora se coupa. Elle serra son sac, ses jointures devenant blanches. « Vous êtes fou. Peut-être. » Henry détacha son cheval. Il ne monta pas. Il se tenait là, tenant les rênes, la regardant de l'autre côté du chemin de terre. « Je vais au village. Je vous réserverai une chambre à l'auberge. Je payerai pour cela. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un sursis. » Henry se sissa en selle. Il la regarda de haut, et pour la première fois, il semblait entièrement vivant. « Restez à l'auberge, mademoiselle Linfield. Ne quittez pas le comté. Donnez-moi 3 jours. »« 3 jours pourquoi ?» exigea Nora, s'avançant alors que le cheval bougeait. « Pour tout démolir, dit Henry. » Il tourna le cheval et le lança au galop, retournant vers le domaine qu'il venait de prétendre vouloir détruire, laissant Nora seule dans la poussière. La chambre du sanglier et du sifflet sentait la cire d'abeille, la vieille fumée et le vague fantôme aigre de la bière renversée. Elle était petite, nichée sous les combles du toit, avec une seule fenêtre qui donnait sur la rue principale boueuse du village. Pendant 2 jours, Nora avait écouté la pluie s'abattre contre les vitres plombées. L'aubergiste, une femme aux larges hanches nommée Madame Higgins, n'avait posé aucune question quand Nora était arrivée, trempée et grelottante. La pièce d'or du duc, remise à la femme par un palefrenier taciturne 1 heure plus tôt, avait acheté une discrétion absolue et une baignoire en étain d'eau chaude. Mais l'eau chaude ne lavait pas la réalité. Nora arpentait le plancher incliné. 3 pas jusqu'au mur, demi-tour. 3 pas jusqu'au lit, demi-tour. Elle avait lavé sa robe de jour dans la bassine et l'avait suspendue pour la faire sécher, passant la première journée enveloppée dans une couverture de laine qui grattait. Elle se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie. « Donnez-moi 3 jours. » Les mots résonnaient dans son crâne, alternant entre une promesse et une blague cruelle. Les aristocrates ne démolissaient pas leur vie pour des dames de compagnie déshonorées. Ils épousaient leurs fiancées riches et vicieuses, sécurisaient leur domaine et entretenaient parfois une maîtresse dans une maison de ville discrète. Henry était un homme piégé dans une cage dorée qu'il avait lui-même construite. Il avait peut-être secoué les barreaux sur la route, mais les hommes comme lui ne brisaient pas les serrures. Ils avaient trop à perdre. Au matin du 3e jour, la pluie cessa, laissant le village imprégné d'un brouillard épais et collant. Nora s'habilla. La robe noire était raide à cause du savon, le col lui grattant le cou. Elle descendit dans la salle commune. La foule du matin était clairsemée. Quelques fermiers buvant de la petite bière, un marchand se plaignant des routes. Le bavardage cessa au moment où sa botte toucha la dernière marche. Nora garda la colonne vertébrale droite. Elle se dirigea vers le comptoir. « Madame Higgins, je voudrais une place dans la diligence pour Londres demain matin. » L'aubergiste passa un chiffon sur le bois marqué, sans croiser le regard de Nora. « La diligence est pleine, mademoiselle Linfield. »« C'est un mardi. La diligence n'est jamais pleine un mardi. » Madame Higgins soupira, un son lourd et fatigué. Elle se pencha sur le bar. « Un mot est venu du domaine de Penalagon hier midi. L'intendant lui-même est passé. Quiconque vous aide, vous engage ou vous transporte perd les affaires des Penalagon. J'ai pris la pièce du duc pour votre chambre et j'honorerai les 3 nuits. Mais je ne peux pas vous vendre de billets. J'ai une famille à nourrir. » Le piège s'était refermé. Victoria ne l'avait pas simplement renvoyé. Elle l'affamait. C'était une exécution stérile et sans effusion de sang. « Je comprends, » dit Nora. Sa voix ne trembla pas. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction d'un tremblement. Elle se retourna et remonta les escaliers. Dans sa chambre, elle s'assit sur le bord du lit étroit et ouvrit son sac en toile. Elle compta ses pièces.
Elle avait assez pour marcher jusqu'au comté voisin et acheter peut-être 4 pains. Elle partirait à l'aube. Elle n'avait pas besoin d'une calèche. Et elle n'avait certainement pas besoin d'un duc. Elle était Nora Linfield. Elle avait survécu à des maisons froides, à des tentes cruelles et au fond d'un lac. Elle survivrait à la route. Elle passa le reste de la journée à emballer ses maigres affaires, pliant la serviette humide, ignorant le nœud dur et serré de la trahison qui se formait dans sa poitrine alors que le soleil commençait à se coucher sur le 3e jour. Il ne viendrait pas. Elle était en colère contre elle-même d'avoir jamais cru qu'il le ferait. Henry était assis dans le fauteuil à oreilles en cuir du bureau privé de Lord Richard Penhaligon. Il ne s'adossait pas. Sa posture était impeccable, son expression totalement dépourvue d'émotion. De l'autre côté du bureau en acajou, le visage de Richard était de la couleur d'une prune meurtrie. Victoria se tenait près de la cheminée, ses mains tordues dans la soie de sa jupe, ses yeux pâles, passant frénétiquement de son père à son fiancé. « Vous rompez le contrat », cracha Richard, frappant du poing sur le bureau. L'encrier en cristal trembla. Pour une servante maladroite, pour un malentendu hystérique près d'un étang. Vous tournez nos 2 maisons en ridicule, Rothford. Je romps le contrat, dit Henry, sa voix calme, parce que le contrat stipule que le domaine de Penhaligon détient des titres de propriété non grevés sur les mines de Cornouailles. Mes avocats ont passé les 48 dernières heures à examiner ces titres. Ils sont lourdement hypothéqués auprès d'une banque à Genève. Le visage de Richard se vida de sa couleur. Le violet violent se mua en un blanc crayeux et maladif. Henry joignit le bout de ses doigts. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Il avait mené son cheval à la mort, atteint son propre domaine, convoqué ses hommes d'affaires et épluché les accords financiers avec une fin vicieuse et méticuleuse. Il avait cherché une fissure dans les fondations. Il avait trouvé un gouffre. « Vous avez menti, Richard », continua Henry, sur un ton de conversation. « Vous avez présenté une illusion d'immense richesse pour assurer un titre ducal à votre fille. En réalité, vous êtes à 3 mauvaises récoltes de la prison pour dette. La dot que vous avez promise n'existe pas. »« Henry, s'il vous plaît !» Victoria s'avança, sa voix tremblante. Le masque aristocratique s'était brisé, révélant la jeune fille désespérée et effrayée en dessous. « C'était une erreur. Mon père allait vous le dire. »« Ne me parlez pas, » dit Henry. Il n'éleva pas la voix, il ne la regarda même pas, mais la température glaciale de son ordre frappa Victoria comme un coup physique. Gel recula, pressant son dos contre le manteau de marbre de la cheminée. « La servante !» s'étouffa Richard, essayant de se ressaisir. « C'est à propos de la dame de compagnie. Vous utilisez les mines comme excuse. Les mines sont le mécanisme légal, » corrigea Henry doucement. Il se leva. Il boutonna son manteau. Un mouvement atrocement lent et délibéré. « La raison est que votre fille est une créature cruelle et mesquine qui manque de l'humanité de base que j'exige chez une épouse. Elle a poussé une femme dans un lac pour la noyer à cause de sa propre profonde insécurité. »« C'est une moins que rien », hurla Victoria, la panique cédant finalement au venin. « C'est une dame de compagnie sans le sou. Vous jetteriez une alliance ducale pour une souris grise qui nettoie mes chaussures. » Henry la regarda enfin. Elle a regardé la mort en face et s'en étalait la colonne vertébrale droite. « Vous pleureriez si vous vous cassiez un ongle. Vous n'êtes pas son égale, Victoria, et vous ne serez certainement jamais la mienne. » Il mit la main dans la poche de sa veste et jeta une épaisse enveloppe sur le bureau. « Mes avocats déposeront la rupture de contrat demain matin, » dit Henry à Richard. « La nouvelle de votre insolvabilité atteindra les clubs de Londres d'ici jeudi. Vos créanciers viendront frapper à votre porte d'ici vendredi. Je vous suggère de commencer à faire vos bagages. » Il se tourna et se dirigea vers les lourdes portes en chêne. « Vous nous ruinez, » beugla Richard. « Vous allez détruire ma famille. » Henry s'arrêta, la main sur la poignée de porte en laiton. Il regarda par-dessus son épaule, ses yeux gris plats et durs. « Oui, » dit-il. Il ouvrit la porte et sortit, laissant l'empire Penhaligon en cendres derrière lui. On frappa à la porte de la chambre de l'auberge à 9h moins 10. Nora était entièrement habillée, son sac fermé sur le lit. Elle avait fixé la flamme de la bougie, regardant la cire fondre et couler. Quand le bois vibra, elle se figea. C'était un coup lourd et autoritaire, pas celui de l'aubergiste. Nora se dirigea vers la porte et tira le loquet. Henry se tenait dans le couloir étroit et sombre. Il avait l'air terrible.
Son manteau sombre était froissé. Sa cravate était dénouée, pendant lâchement autour de son col. Et il y avait une traînée de boue sur ses bottes. L'épuisement qu'il portait à la garden party s'était approfondi, creusant des ombres dures sous ses pommettes. Il ne ressemblait pas à un duc. Il ressemblait à un homme qui avait survécu à un naufrage. Il regarda le sac sur le lit, puis de nouveau Nora. « Vous partiez. »« Les 3 jours sont écoulés à l'aube, » dit Nora. Elle garda le menton haut, bien que son pouls battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Et votre ancienne fiancée a rendu impossible pour moi d'acheter un billet de diligence. Je me préparais à marcher. « Victoria n'est plus ma fiancée, » dit Henry. Nora s'arrêta. Le silence dans la petite pièce s'étira, vibrant du poids des mots. Elle chercha un mensonge sur son visage, une chute cruelle. Elle ne trouva rien d'autre qu'une honnêteté crue et brutale. « Vous avez rompu le contrat. Je l'ai mis en pièces. » Henry entra dans la pièce. Il ferma la porte derrière lui, s'appuyant contre le bois, comme si ses jambes ne pouvaient plus le supporter. « J'ai trouvé des irrégularités financières. Lord Penhaligon est en faillite. Les fiançailles sont dissoutes, et d'ici demain, la société sera bien trop concentrée sur leur ruine pour se souvenir d'une robe abîmée à une garden party. » Nora le dévisagea. Son esprit, habituellement si vif et pragmatique, luttait pour traiter l'ampleur de la destruction qu'il venait de décrire nonchalamment. « Vous avez détruit une famille pour prouver quelque chose. »« J'ai détruit une famille parce qu'elle était pourrie jusqu'à la moelle, » corrigea Henry, sa voix rauque. « J'ai simplement utilisé les outils qu'ils m'ont donnés. » Il se frotta rudement le visage. « J'en ai complètement assez de la pourriture, Nora. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Il était sorti naturellement, sans titre ni rang. Il se dirigea vers la seule chaise en bois dans le coin de la pièce et s'y effondra, fixant le plancher. « Ils s'attendent à ce que nous soyons des statues de marbre, » dit-il, parlant autant à l'air vide qu'à elle. « Ils s'attendent à ce que nous nous marions pour des terres, que nous sourions à nos ennemis, et que nous écrasions quiconque se trouve plus bas dans l'escalier. Je l'ai fait pendant 5 ans, depuis la mort de mon père. J'ai joué le jeu parfaitement, et j'étais en train de mourir. » Il leva les yeux vers elle. Les nuages d'orage dans ses yeux avaient disparu, remplacés par une clarté désespérée et solide. « Puis je vous ai vu dans l'eau, » dit-il doucement. « Vous étiez couverte de boue et d'algues. Vous étiez ruinée, et vous vous en fichiez. Vous avez regardé toute l'aristocratie et décidé qu'ils ne valaient pas vos larmes. »« Ils ne les valent pas, » dit Nora avec ferveur. « Je sais. » Henry se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « J'ai 28 ans. Je possède 3 domaines, un titre qui remonte aux conquérants. Et jusqu'à il y a 3 jours, je n'avais jamais fait un seul choix authentique dans ma vie. Vous m'avez libéré. » La gorge de Nora se serra. Elle recula d'un pas, croisant les bras pour se défendre. « Je n'ai rien fait d'autre que refuser de me noyer. Ne faites pas de moi un symbole de votre rébellion, votre grâce. Je suis une femme qui a besoin d'un emploi et d'un repas chaud, pas d'un piédestal. » Henry rit. C'était un vrai rire, rauque et surpris, brisant la tension dans la pièce. « Mon Dieu, vous êtes pragmatique. » Il se leva. Il se dirigea vers elle, s'arrêtant exactement à 2 pas, la règle tacite de son ancienne vie. Mais cette fois, c'était une frontière de respect, pas de servitude. « Je ne fais pas de vous un symbole, » dit Henry. « Je vous fais une offre. » Nora plissa les yeux. « Je ne serai pas votre maîtresse. Peu importe le nombre de domaines que vous possédez. Je préférerais marcher jusqu'à Londres et frotter des sols. »« Je suis tout à fait conscient de cela, » dit Henry. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Et vous seriez une maîtresse terrible. Vous corrigeriez ma posture et vous plaindriez du coût du vin. » Absolument. L'humour s'estompa, laissant place à quelque chose d'intense et de terriblement vulnérable. « Je vais en Écosse, dans mon domaine des Highlands. Il y fait froid, c'est isolé, et la société ne se soucie pas de voyager aussi loin au nord. Je laisse ce cirque derrière moi. » Il mit la main dans sa poche et en sortit un petit morceau de parchemin plié. Il le lui tendit. « Ceci est une licence spéciale, » dit Henry, « obtenue hier d'un évêque très cher et très discret. » Nora regarda le papier, puis son visage. Son souffle se coupa. « Vous êtes fou. Nous avons établi cela sur le chemin de terre il y a 3 jours. »« Je suis une dame de compagnie, » murmura-t-elle, la réalité du monde s'écrasant enfin contre les murs de la petite chambre d'auberge. « Je n'ai pas de dot, je n'ai pas de lignée. Le grand monde vous mettra en pièces. »« Qu'ils essayent, » dit Henry.
sa voix se durcissant comme de l'acier. Qu'ils parlent dans leur salon. Nous ne serons pas là pour les entendre. J'ai besoin d'une partenaire, Nora. Pas d'une poupée de porcelaine à mettre dans un coin. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment survivre. Quelqu'un qui n'a pas peur de la boue. Il fit le dernier pas, comblant la distance entre eux. Il ne la toucha pas, mais sa présence était écrasante. La chaleur de son corps, l'odeur de la pluie et des chevaux, la réalité absolument terrifiante de ce qu'il offrait. « Épousez-moi », dit Henry. Ce n'était pas une question, et ce n'était pas un ordre, c'était une supplique. « Venez en Écosse. Démolissez le reste du monde avec moi. » L'église était totalement dépourvue de romantisme. C'était un bâtiment de pierre trapu et humide à la lisière du village, sentant fortement le moisi et la vieille cire. Le soleil ne s'était pas encore levé, plongeant la nef dans un crépuscule froid et gris ardoise. Nora se tenait devant l'autel dans sa robe de jour délavée. Elle ne portait pas de fleurs. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et pratique. Elle ressemblait moins à une mariée qu'à une femme devant un peloton d'exécution. À côté d'elle, Henry était une grande ombre sombre. Il avait payé au vicaire le double du prix exorbitant de la licence spéciale, simplement pour faire sortir l'homme du lit avant l'aube. Le vicaire, un homme endormi et nerveux, avec une coiffure terrifiante, trébucha à travers la liturgie, comme s'il lisait une liste de courses. « Vous, Henry, prenez-vous cette femme ?» Nora fixait le sol en pierre fissurée. L'absurdité de la situation avait un goût métallique dans sa bouche. Moins d'une semaine auparavant, elle comptait les pièces de cuivre dans sa bourse pour voir si elle pouvait s'offrir une tourte à la viande. Maintenant, elle prêtait serment à l'homme le plus riche du comté. Cela ressemblait à un piège. C'était comme se tenir à nouveau au bord du lac d'ornement, attendant la poussée. « Oui, je le veux, » dit Henry. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait dans l'église vide. Elle était totalement dépourvue d'hésitation. Nora leva les yeux vers lui. La faible lumière attrapa l'angle aigu de sa mâchoire, les cernes sombres sous ses yeux épuisés. Il ne regardait pas le vicaire. Il la regardait. Il n'avait pas l'air triomphant. Il ressemblait à un homme qui venait de se couper la jambe pour échapper à un piège à ours. Il avait l'air entièrement libre. « Et vous, Nora ?» Elle déglutit difficilement. Elle pensa au ricanement vicieux et triomphant de Victoria. Elle pensa à l'eau froide et boueuse. Elle pensa aux années interminables et étouffantes passées à se faire toute petite pour tenir dans l'ombre des salons. « Oui, je le veux, » dit Nora. Sa voix ne trembla pas. Il lui glissa une lourde alliance en or au doigt. C'était une pièce ancienne sortie d'un coffre, légèrement trop grande pour son doigt fin. Elle semblait incroyablement lourde. Ils sortirent de l'église dans l'air mordant du matin. Une calèche de voyage noire attendait près des grilles en fer, attelée à 4 énormes chevaux gris agités. Le cocher était assis, émitouflé dans une lourde cape. Il n'y avait pas de foule, pas de riz jeté. Il n'y avait que le craquement du givre sous leurs bottes. « Nous voyageons pendant 4 jours, » dit Henry, lui ouvrant la lourde porte en bois. « Nous ne nous arrêterons que pour changer les chevaux et dormir. Le but est de traverser la frontière écossaise avant que la nouvelle n'éclate à Londres. »« En fuite, votre grâce ?» demanda Nora sèchement, soulevant ses jupes sombres pour monter dans la calèche. Henry monta après elle, fermant la porte avec un bruit sourd et final. « Retraite tactique, votre grâce. » La calèche s'ébranla. Les 2 premiers jours furent une leçon magistrale d'endurance silencieuse. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, alors que les collines verdoyantes du sud cédaient la place aux terrains accidentés et brisés du nord. Ils étaient des étrangers qui avaient commis un suicide social mutuel. L'adrénaline de la rébellion s'était estompée, laissant derrière elle le poids écrasant de la réalité. Nora regardait par la fenêtre, observant la pluie strier la vitre. Elle ressentait le besoin constant de lui offrir un oreiller, de lui demander s'il avait besoin d'une boisson, de se recroqueviller dans son coin. C'était la mémoire musculaire de la servitude. Chaque fois qu'elle se surprenait à le faire, elle se forçait à se redresser et à serrer la bouche. Henry passait la plupart de son temps à lire une pile de registres reliés en cuir qu'il avait apportés de son domaine. Parfois, il levait les yeux et la fixait, non pas avec méchanceté, ni avec la faim prédatrice d'un aristocrate avec un nouveau jouet. Il l'étudiait comme si elle était une équation mathématique complexe qu'il essayait de résoudre. Le soir du 3e jour, la calèche heurta une section délavée de la route à péage dans le Yorkshire. La secousse fut violente.
La calèche bascula sur le côté, avec un craquement assourdissant de bois qui se brise, projetant Nora violemment contre la paroi rembourrée. Les chevaux hurlèrent. La calèche glissa dans une boue profonde et aspirante, s'inclinant dangereusement à un angle de 45 degrés avant de s'arrêter brutalement. « Restez ici », ordonna Henry, se relevant du sol. Il ouvrit la porte d'un coup de pied, le bois raclant contre le talus, et sortit sous la pluie battante. Nora ne resta pas. Elle attendit exactement 10 secondes. Puis elle rassembla ses jupes, poussa la lourde porte plus loin et sortit sous le déluge. La scène était chaotique. La roue arrière droite était enfoncée jusqu'à l'essieu dans une argile rouge épaisse. Le cheval de tête se débattait, ses sabots glissant sur la route mouillée, emmêlant les traits de cuir et menaçant de tirer tout l'attelage dans le fossé. Le cocher, un jeune homme nommé Thomas, criait inutilement, complètement dépassé. Henry était dans la boue jusqu'aux genoux, luttant avec le cheval de tête paniqué, essayant de saisir la bride pendant que l'animal se cabrait. Nora ne cria pas. Elle ne s'évanouit pas. Elle pataugea directement dans la boue. La pluie froide plaqua instantanément ses cheveux sur son visage. Ses bottes abîmées s'enfoncèrent profondément dans l'argile. Elle se dirigea directement vers le deuxième cheval, le timonier qui transmettait la panique au meneur. Elle attrapa le lourd harnais en cuir près du collier. « Tenez bon !» cria-t-elle par-dessus le vent. Elle n'utilisa pas une voix douce et apaisante. Elle utilisa l'aboiement sec et autoritaire d'une femme qui avait grandi en s'occupant de chiens et de garçons d'écurie ivres avant que sa tante ne la force à servir. Elle frappa fort le cou musclé du cheval. « Reste tranquille, espèce d'énorme idiot. » Le cheval renifla, choqué par l'autorité soudaine et violente. Il cessa de se débattre. Le timonier étant immobilisé, Henry réussit à abaisser la tête du meneur, le forçant à planter ses sabots. Le terrible mouvement de balancier de la calèche cessa. Haletant, Henry passa une main sur son visage, étalant de la boue sur sa pommette. Il regarda Nora. C'était un désastre. Sa robe de jour noire était couverte d'argile rouge épaisse jusqu'aux genoux. Ses jointures étaient blanches là où elle agrippait le harnais. La pluie coulait sur son visage pâle. Elle le regarda en retour. « Allez-vous me regarder, Henry, ou allez-vous aider Thomas à dételer l'attelage avant que l'essieu ne se brise complètement ?» Henry cligna des yeux. Un lent sourire incrédule se répandit sur son visage, changeant entièrement l'architecture de ses traits. Cela lui donnait un air téméraire. Cela lui donnait un air jeune. « Oui, votre grâce, dit-il. » Ils passèrent l'heure suivante sous la pluie glaciale. Henry et Thomas dételèrent les chevaux et utilisèrent une énorme branche tombée comme levier pour sortir la roue du trou. Nora ne retourna pas dans la calèche. Elle resta dans la boue, tenant les brides de 2 énormes chevaux de trait, leur murmurant dans le noir pour les calmer. Quand ils eurent enfin ramené la calèche sur la route solide, ils étaient trempés jusqu'aux os et tremblaient de manière incontrôlable. Ils remontèrent dans la cabine sombre. Thomas fit claquer le fouet et la calèche s'ébranla lentement. Nora était assise sur la banquette de velours. Elle était glacée. Ses dents claquaient si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Elle croisa les bras, essayant de générer une fraction de chaleur. Un lourd manteau de laine mouillé fut jeté sur ses épaules. Elle leva les yeux. Henry avait enlevé son pardessus. Il traversa la calèche, abandonnant son côté, et s'assit juste à côté d'elle. La calèche n'était pas petite. Il n'avait aucune raison de s'asseoir si près. « Vous allez geler, » dit Nora, sa voix tremblante. « J'ai chaud, » répondit Henry sèchement. Il ne demanda pas la permission. Il se pencha, attrapa ses mains glacées et couvertes de boue, et les plia entre ses propres grandes paumes calleuses. Il n'essayait pas d'être romantique. C'était une tentative purement pratique de transférer de la chaleur corporelle. Nora se raidit. L'intimité de la situation, la simple réalité physique d'être assise côte à côte avec un duc dans le noir, ses mains enroulées autour des siennes, était totalement écrasante. « Vous avez abîmé une autre robe », nota-t-il doucement, son pouce effleurant l'argile séchée sur ses jointures. « Il semble que j'en prenne l'habitude avec vous. Je vous achèterai 100 robes, Nora. »« Je ne veux pas de 100 robes, » dit-elle avec ferveur, retirant légèrement ses mains. « Je ne veux pas de soie. Je ne veux pas d'une femme de chambre pour me brosser les cheveux, et je ne veux pas organiser de goûter pour des femmes qui vendraient leurs propres enfants pour un meilleur titre. » Henry laissa ses mains, mais il ne s'éloigna pas. Il appuya sa tête contre la paroi de la calèche, la regardant dans la pénombre.
Que voulez-vous alors? Demanda-t-il. Nora le fixa. Elle y réfléchit. Elle réalisa pour la première fois de sa vie que quelqu'un lui demandait ce qu'elle voulait, et qu'il avait réellement le pouvoir de le lui donner. « Je veux un sol qui ne se dérobe pas sous mes pieds », dit-elle doucement. « Je veux qu'on me regarde, pas qu'on voie à travers moi. Je veux une maison où je n'ai pas à m'excuser de respirer l'air. » Henry soutint son regard. Le cynisme dans ses yeux avait complètement disparu. « Accordé », dit-il. Ils ne parlèrent plus de la nuit, mais il ne retourna pas de son côté de la calèche. Quand Nora s'endormit en fin d'épuisement, sa tête dériva sur le côté, venant se poser contre son épaule. Henry ne bougea pas d'un muscle pendant les 100 prochains milles. Lochavan n'était pas une maison de campagne délicate et manucurée. C'était une forteresse construite au XVIe siècle sur une falaise déchiquetée, surplombant un vaste lac noir. Le domaine était fait de pierres gris foncé, qui semblaient absorber la faible lumière du soleil écossais. Le vent hurlait sans relâche autour des tourelles. À l'intérieur, c'était un labyrinthe de couloirs venteux, d'immenses cheminées et de tapisseries décolorées par des siècles de fumée de bois. Quand la calèche entra dans la cour, il n'y avait pas de rangée de domestiques impeccables qui les attendaient. Il n'y avait qu'un vieux palefrenier et Madame Gordon, la gouvernante. Madame Gordon était une femme redoutable, bâtie comme un mur de briques, avec des cheveux gris acier et des yeux qui ne manquaient absolument rien. Elle se tenait sur les marches de pierre, les mains croisées sur un tablier blanc impeccable, fixant la calèche éclaboussée de boue avec une profonde méfiance. Henry aida Nora à descendre. Les bottes de Nora heurtèrent les pavés. Elle était épuisée, sale, et portait une robe de jour abîmée. Elle avait l'air complètement sauvage. « Madame Gordon », dit Henry, sa voix portant par-dessus le vent. « Voici Nora, la duchesse de Rochford, ma femme. » Les yeux de Madame Gordon passèrent d'Henry à Nora. Elle ne halta pas. Elle ne fit pas instantanément la révérence. Elle évalua. Elle regarda l'ourlet boueux et reprisé de Nora, l'absence de femme de chambre et la tresse sévère et sans ornement dans son dos. Puis elle regarda dans les yeux de Nora. Nora ne recula pas. Elle n'essaya pas de paraître royale ou de s'excuser pour son apparence. Elle rencontra le regard dur de la gouvernante avec une égale fermeté. « Nous avons besoin d'eau chaude, Madame Gordon, » dit Nora, sa voix stable et claire. « Beaucoup d'eau chaude, et de toute la nourriture qui peut être préparée rapidement. Nous sommes sur la route depuis 4 jours. » La bouche de Madame Gordon tressaillit. Ce n'était pas exactement un sourire, mais c'était une reconnaissance. Elle fit un bref signe de tête sec. « Votre grâce, je ferai monter les baignoires en cuivre dans la suite principale. »« Des chambres séparées, s'il vous plaît, Madame Gordon, » corrigea Nora doucement. Elle sentit Henry la regarder, mais elle garda les yeux sur la gouvernante. « Nous sommes tous les deux trop épuisés pour partager des quartiers ce soir. »« Très bien, votre grâce. » Madame Gordon fit enfin la révérence. Le premier mois à Lochavan fut une guerre d'usure silencieuse et brutale. Nora s'était attendue à une résistance du personnel. Elle s'était attendue à des ricanements dans son dos. Mais les Highlanders étaient des gens pragmatiques. Ils ne se souciaient pas de la saison londonienne. Ils se souciaient que le toit fuit dans l'aile ouest et que le duc ait négligé le domaine pendant 5 ans. Nora ne joua pas l'aristocrate délicate. Le 3e jour, vêtue d'une simple jupe de laine et d'un gros pull, elle entra dans le bureau de l'intendant, s'assit à l'immense bureau en chêne et exigea les livres de compte. Elle passa 2 semaines à déchiffrer la comptabilité abyssale. Elle trouva des irrégularités. Elle découvrit où le grain pourrissait dans des silos mal scellés. Elle trouva des locataires qui avaient été surfacturés pour le combustible d'hiver. Elle ne cria pas et ne fit pas de crise de colère. Elle convoqua simplement les hommes au bureau et démantela leurs excuses avec une logique froide et terrifiante, soutenue par des années de gestion d'un budget familial avec presque rien. Elle n'était pas crainte parce qu'elle était cruelle. Elle était crainte parce qu'elle était compétente. Henry observa tout cela à distance. Il passait ses journées à parcourir les limites du domaine, respirant l'air vif et glacial, laissant le silence pur des Highlands purger le poison de Londres de ses veines. Il s'était attendu à ce que Nora se cache dans ses chambres. Il s'était attendu à ce qu'elle soit dépassée. Au lieu de cela, il la trouva dans les cuisines, montrant à une soubrette une astuce pour enlever la rouille de la fonte. Il la trouva dans la bibliothèque, une tache d'encre sur le nez, organisant sans pitié une pile chaotique de documents juridiques.
Ils vivaient dans la même immense maison, mais ils se tournaient autour comme deux loups solitaires, évaluant une nouvelle structure de meute. Le changement se produisit fin octobre, une nuit où le vent hurlait sur le loch, projetant du grésil contre les épaisses vitres de la bibliothèque. Henry était assis dans un fauteuil à oreilles en cuir près de l'immense cheminée de pierre, sirotant un verre de whisky ambré. Nora était au bureau, entourée de papier, la lumière d'un seul candélabre attrapant les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de sa tresse. « Le toit de la ferme des McLeod doit être remplacé avant que la neige ne s'installe, » dit Nora, sans lever les yeux de son registre. « J'ai autorisé l'achat d'ardoises à la carrière du village. Vous n'avez pas besoin de me demander la permission, Nora. »« Je ne demandais pas la permission, » répondit-elle sèchement. « Je vous informais d'une dépense. C'est une dépense coûteuse. Elle épuisera l'excédent trimestriel. » Henry prit une gorgée de son whisky. Il regarda la façon dont la lumière du feu projetait des ombres sur sa gorge. « Et si j'avais voulu cet excédent pour autre chose ?» Nora laissa enfin tomber sa plume. Elle se tourna sur sa chaise pour lui faire face. Ses yeux étaient sombres et fatigués, mais le feu était toujours là. « Alors vous auriez dû gérer votre propre domaine, Henry, » lança-t-elle. « Parce que je ne laisserai pas les gens mourir de froid sur vos terres pendant que je suis assise dans une maison chaude à boire du thé importé. » Elle s'attendait à ce qu'il se hérisse. La fierté d'un aristocrate était une chose fragile et dangereuse. Au lieu de cela, Henry sourit. Il posa son verre sur la table d'appoint. Il se leva lentement. Il traversa le lourd tapis persan, se déplaçant avec cette grâce prédatrice et délibérée qui l'avait terrifié à la garden party. Le souffle de Nora se coupa. Elle repoussa instinctivement sa chaise d'un pouce. Henry s'arrêta au bord du bureau. Il se pencha, posant ses deux mains à plat sur la surface en chêne, la piégeant entre ses bras. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir la fumée de bois sur ses vêtements et la chaleur vive du whisky sur son haleine. « Je ne suis pas Richard Penhaligon, » dit Henry, sa voix s'abaissant en un grondement grave et dangereux. « Et je ne suis pas votre tante. Vous n'avez pas à vous battre avec moi pour chaque centimètre de terrain. Nora, je vous ai tout donné au moment où j'ai mis cette bague à votre doigt. » Nora leva les yeux vers lui. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. « Je ne sais rien faire d'autre que me battre. Je sais. » Il leva la main droite. Il ne l'attrapa pas. Il effleura lentement, délibérément, sa joue avec le dos de ses doigts. Le contact fut électrique. Nora allaita doucement, ses yeux se fermant une fraction de seconde. Elle avait été privée de chaleur humaine si longtemps que la simple friction de sa peau ressemblait à un fer rouge. « Vous avez survécu, Nora, » murmura Henry, son pouce descendant le long de sa mâchoire. Il se posa contre le pouls frénétique de sa gorge. « La guerre est finie. Vous pouvez déposer l'armure. » Nora ouvrit les yeux. Elle regarda l'homme qui avait démoli un empire pour la sortir de la boue. Elle vit la fin absolue et sans compromis dans ses yeux gris. Mais en dessous, elle vit un besoin désespéré de la même chose qu'elle voulait. Un point d'ancrage. Elle tendit la main et attrapa les revers de son manteau. Elle n'attendit pas qu'il se penche. Elle le tira vers elle. Le baiser ne fut pas doux. Ce n'était pas un effleurement de lèvres polies de salon. C'était une collision. C'était des mois de tension, de colère et d'adrénaline refoulée. Trouvant enfin une soupape de décharge, Henry émit un son grave et rauque au fond de sa gorge. Il la souleva de la chaise, ses bras s'enroulant entièrement autour de sa taille, soulevant ses pieds du sol, alors qu'il la reculait contre le lourd bureau en chêne. Les mains de Nora s'emmêlèrent dans ses cheveux sombres. Elle l'embrassa avec le même désespoir vicieux et terrifiant qu'elle avait utilisé pour se sortir du lac. Elle goûta le whisky et la fumée, et elle sentit le muscle dur et inflexible de ses épaules sous son manteau. Il n'était pas fragile, il ne se briserait pas. Il embrassa sa mâchoire, sa bouche descendant le long de son cou, sa respiration lourde et saccadée dans la bibliothèque silencieuse. « Nora » souffla-t-il contre sa peau. « Mon Dieu, Nora !» Vous aviez dit des chambres séparées, réussit-elle à haleter, ses mains agrippant ses épaules comme s'il était la seule chose solide au monde. Henry recula légèrement. Ses yeux étaient entièrement noirs. « J'ai dit ça pour le bénéfice de Madame Gordon. Je révoque l'ordre. » Nora laissa échapper un rire bref et haletant. « Vous êtes le duc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. »« Non, » dit Henry doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je ne fais que ce que ma duchesse ordonne. » En décembre, Lochavan était enseveli sous un mètre de neige. Le loch avait gelé.
Une nappe de glace noire reflétant le ciel d'hiver austère. À l'intérieur du donjon, les feux rugissaient jour et nuit. Ils avaient trouvé un rythme qui leur était entièrement propre. Il n'y avait pas de dîner mondain. Il n'y avait pas de société polie. Ils passaient leur journée à gérer l'immense domaine, se disputant sur les rotations de culture et les lois sur les locataires. Et leur nuit, enchevêtrée dans les lourdes couvertures de laine du lit principal, apprenant la géographie des cicatrices de l'autre. Nora s'était épanouie. Les creux de ses joues s'étaient estompés, remplacés par la rougeur vive et saine des vents des Highlands. Elle laissait ses cheveux détachés plus souvent, une crinière sombre dans laquelle Henry passait des heures à passer ses mains. Elle n'était plus une ombre, elle était le centre absolu de la maison. Le monde extérieur ne s'immisça qu'une seule fois. C'était un mardi froid et lumineux. Le postier avait réussi à se frayer un chemin à travers les congères, portant une lourde sacoche en cuir. Nora était dans le salon, assise sur le tapis devant le feu, examinant une liste de provisions d'hiver. Henry était assis dans le fauteuil derrière elle, lisant un livre, sa main posée nonchalamment sur son épaule. Madame Gordon entra, portant un plateau d'argent. Dessus reposait une seule enveloppe épaisse en vélin crème, scellée à la cire rouge. « De Londres, votre grâce !» dit la gouvernante. Henry prit la lettre. Il brisa le sceau, déplia le papier épais et lut. Nora observa son visage. Elle sentit une soudaine pointe de terreur glaciale. Était-ce le Parlement? Était-ce la couronne? Le scandale étendait-il enfin ses longues griffes aristocratiques pour les ramener? Henry finit de lire. Son expression resta entièrement neutre. Il tendit la lettre à Nora. Elle la prit. L'écriture était vive et bouclée, celle d'un mondain qu'il avait connu autrefois. Le scandale absolu de la saison, Henry. Richard Penhaligon a fui à Calais pour échapper à ses créanciers. Le domaine a été vendu aux enchères le mois dernier. C'était tout à fait pathétique. Victoria, laissée sans rien, a épousé à la hâte le baron Hemlock. Vous vous souvenez de lui? L'homme avec la goutte et les 3 mentons affreux qui vit dans ce manoir humide du Sussex. On dit qu'elle a pleuré pendant toute la cérémonie. Nora cessa de lire. Elle regarda l'écriture élégante. Elle pensa à Victoria. Elle pensa à la soie jaune pâle, à la bousculade vicieuse, au besoin désespéré et acharné d'être supérieure à tout prix. Elle imagina Victoria piégée dans un manoir humide du Sussex, avec un vieil homme, sa jeunesse et sa beauté pourrissant dans une pauvreté amère. La vengeance, réalisa Nora, n'était pas chaude. Elle était incroyablement, profondément froide. « Avez-vous pitié d'elle » demanda Henry doucement. Nora regarda le feu. « Non, je ne ressens absolument rien pour elle. C'est un fantôme. » Elle prit le lourd vélin crème, le plia soigneusement et le jeta dans l'âtre rugissant. Les flammes léchèrent les bords, enroulant le papier jusqu'à ce que la cire rouge fonde et que les mots se transforment en cendres noires, disparaissant dans la cheminée. « Bien, » dit Henry. Il glissa du fauteuil, s'asseyant sur le tapis derrière elle. Il enroula ses bras autour de sa taille, la tirant fermement contre sa poitrine. Il posa son menton sur le dessus de sa tête. « Je ne veux pas de fantômes dans ma maison. » Nora se pencha en arrière contre lui. La chaleur de son corps s'infiltra à travers sa robe de laine. Elle regarda par l'immense fenêtre le paysage gelé et sauvage. « Allez-vous y retourner un jour ?» demanda-t-elle. « À Londres, à votre siège à la Chambre. »« Un jour, peut-être, » murmura Henry, « quand j'aurai envie de me disputer avec des imbéciles. Mais pas de sitôt. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Il la tourna légèrement, la forçant à le regarder. « Est-ce que ça vous manque, le Sud ?»« Absolument rien du Sud ne me manque, » dit Nora avec ferveur. « J'ai passé toute ma vie à essayer de disparaître pour qu'il ne me fasse pas de mal. J'ai fini de disparaître. Vous ne pourriez pas disparaître même si vous essayiez, Nora. Vous occupez toute la pièce. » Il l'embrassa profondément et lentement, avec un goût de thé et d'air vif d'hiver. C'était un baiser ancré dans une certitude absolue. Il n'y avait plus de désespoir, plus de rébellion frénétique. C'était le baiser d'un homme qui avait construit une forteresse autour de la seule chose qu'il appréciait vraiment. Cet après-midi-là, la neige cessa de tomber. Le ciel s'éclaircit en un bleu perçant et brillant. Nora enfila une lourde cape et sortit par les lourdes portes en chêne, ses bottes craquant dans la neige profonde. Elle descendit le sentier sinueux vers le bord du loch. L'air était si froid qu'il lui brûlait les poumons, mais il était pur.
Henry marchait à ses côtés, leurs mains gantées liées. Ils atteignirent le rivage. Il n'y avait pas de pelouse manucurée ici. Pas de tour de tartelette au citron, pas de quatuor à cordes, pas de jugement chuchoté derrière des éventails en ivoire. Il n'y avait que des rochers noirs déchiquetés, des pins anciens ployant sous le poids de la neige, et la vaste étendue silencieuse de glace. Nora marcha jusqu'au bord de l'eau. Elle se tint sur les pierres. Elle se souvint du poids étouffant des algues, de la panique du corset, du goût de la boue. Elle se souvint d'avoir levé les yeux vers les aristocrates, qui la regardaient se noyer sans bouger un muscle. Elle regarda le loch gelé. Il était sauvage, dangereux et entièrement magnifique. Elle se tourna vers Henry. Il la regardait, le vent fouettant ses cheveux sombres. Il ne ressemblait pas à un duc sur son domaine. Il ressemblait à un homme se tenant à côté de son égal. Nora serra sa main. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le silence entre eux n'était plus une cage, c'était une architecture qu'ils avaient construite ensemble. Elle avait été poussée dans l'obscurité, mais elle s'était relevée, et elle avait ramené un roi sur terre pour se tenir à ses côtés. La société adore un scandale, mais elle méprise un survivant. Elle veut que vous vous noyiez tranquillement pour pouvoir vous pleurer magnifiquement. Nora a refusé de jouer la victime, et ce faisant, elle a brisé un empire et revendiqué un royaume. La boue s'en va, mais la colonne vertébrale que vous construisez au fond du lac dure éternellement. Si vous avez déjà cessé de vous faire toute petite pour entrer dans des pièces qui ne vous méritent pas, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa propre force. Et abonnez-vous pour plus d'histoires profondes et émouvantes. Votre royaume vous attend.